Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actus sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, nous allons débriefer la saison des Rossoneri avec Théo. Salut Théo. Salut à tous. Lucas Piccoli. Bonjour. Et nous avons le plaisir de compter sur la présence de notre invité exceptionnel, le journaliste, commentateur beIN Sport, spécialiste du championnat italien depuis de nombreuses années, monsieur Philippe Genin. Bonjour les amis, bonjour à tous. Bienvenue, un grand merci pour avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, toujours. L'AC Milan qui finit donc 6e du championnat d'Italie avec un total de 66 points, 19 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites, 7e attaque mais surtout 3e meilleure défense de Serie A, 12 matchs sans défaite, seule équipe invaincue depuis la reprise du championnat, série en cours. Au sommaire, nous reviendrons sur Bonaventura, libre de tout contrat depuis le dernier match face à Cagliari, hommage à notre patron de la Banderera. Ensuite, il sera temps d'élire lors des premiers Milan Actu Awards les tops de la saison, le joueur qui a le plus progressé et enfin le joueur qui a été le plus décevant. Élections pour lesquelles vous avez pris part sur Facebook et Twitter cette semaine. Enfin, nous finirons sur un point global sur la saison de l'AC Milan. Théo, Bonaventura est parti après 6 saisons au club. C'est ça, effectivement. Pour comprendre un petit peu plus l'impact qu'un joueur qui a disputé 184 rencontres sous le maillot rossonero, il faut revenir un petit peu en arrière. Je vous ramène au 1er septembre 2014. Un mercato estival assez chargé pour les hommes de Galliani, puisque Jérémy Ménez et le défenseur central Alex sont arrivés en provenance du Paris Saint-Germain. Mais il faut un dernier joueur pour dynamiter le secteur offensif, qui est parti de nombreux joueurs offensifs également. Et c'est un certain milieu offensif de l'Atalanta qui va débarquer à 21h lors de sa première conférence de presse. Il sort cette citation que je trouve extraordinaire. À 15h, je devais signer à l'Inter, puis finalement à 20h, on m'a dit que j'allais signer à Milan. J'ai rencontré Galliani et discuté avec Berlusconi. Ce sont des moments que je n'oublierai jamais. Si c'est un joueur qui a définitivement marqué les esprits, comme tu le soulignais, Guillaume, je retiens aussi les blessures, puisque c'est 73 matchs loupés en 6 saisons pour Bonaventura. Une saison, là, sa meilleure saison, c'est sûrement celle de 2017-2018. 8 buts et 4 passes décisives en 33 matchs. Une nouvelle opération au genou la saison précédente, seulement 8 petits matchs joués. Et une dernière saison pleine avec nous cette saison. Malheureusement, il ne sera pas prolongé. Un contrat de 4 ans qui avait été fait lors de sa signature en 2014. Une nouvelle prolongation en 2017. Mais après 6 ans avec les Rossonero, Giacomo Bonaventura s'en va. S'il aura connu Inzaghi, Sinisa Miljanovic ou encore Christian Brocchi sur le banc milanais, je pense qu'on peut en retenir que c'est sous Montella, que c'était le véritable maître à jouer du Milan AC dans un 4-3-3 central qui était la caractéristique principale du dispositif de l'ancien joueur de la Roma. C'était le véritable maître à jouer avec Suso ou d'autres. Et il fait partie de ces joueurs qui ont marqué une époque assez sombre du Milan AC. Il est parti et ça me semblait important de lui rendre un hommage. À noter que c'est actuellement Lecce et la Fiorentina qui seraient en pole position pour signer le joueur formé à l'Atalanta. Philippe Genin, quelle a été l'importance de Bonaventura? Comme l'a dit Théo, il a porté l'AC Milan pendant ces 6 saisons avec notamment Suso. Mais quelle était son importance dans le jeu? On sait qu'il a beaucoup manqué à Gattuso quand il s'est blessé en fin de saison. Ça a peut-être coûté la Ligue des Champions à l'AC Milan. C'est clair que quand il s'est blessé, moi j'ai souligné à multiples reprises, on a senti indéniablement un manque dans le jeu parce que c'est un créateur, c'est un électron libre. Moi j'ai toujours aimé ce joueur de toute façon parce qu'il a cette caractéristique-là. On peut l'utiliser couloir, mais on peut l'utiliser en trequartista. Et de toute façon, même quand il est dans le couloir, il est capable de créer quelque chose et il fait la diff. Il a une super frappe à l'extérieur de la surface et c'est vrai que le voir quitter Milan, en plus sans larmes et sans tifosi, ça a été dur, très dur. Image aussi, ouais. C'était vraiment une image qui m'a touché aussi. Bonaventura, tu as quelque chose à rajouter, Lucas? Non, franchement, il a rendu beaucoup de services. Il est arrivé un peu dans l'ombre. Et d'ailleurs, dès son premier match, je me souviens, je crois que c'était face à Parme, il avait marqué. Il a mis beaucoup de buts importants, dont celui en finale de Supercoupe d'Italie. Du coup, non, c'est assez triste de le voir partir comme ça. Il pourrait partir du coup pour un club, c'est Torino et la Roma, je crois, qui sont dessus. Donc voilà, peut-être chez des équipes qui pourraient être à la lutte avec nous pour les places européennes la saison prochaine. Quand on sait que les anciens joueurs de l'AC Milan ont tendance à exceller face à nous, c'est peut-être préoccupant. À voir si on se fera punir une nouvelle fois par ce goal d'Alex. Mais c'est sûr que ouais, c'est un joueur qui, comme Pipo le disait très justement, avec cette capacité à jouer ailier gauche ou 8, ce qui est quand même assez rare. Et ces 8 matchs joués la saison dernière ont montré cruellement qu'on avait
un problème de créateur dans le 11 milanais. Après, voilà, c'est un joueur qui n'a pas cherché à être prolongé, dont dans le nouveau dispositif, on a la chance d'avoir un trident offensif plus ou moins efficace et prolifique derrière Zlatan. Donc, je pense que c'est aussi ce contexte-là qu'il faut ajouter. On parle d'un joueur qui a loupé énormément de matchs, qui a 30 ans, 31 ans fin août. Je pense que dans le choix de la direction Rossonero, ça a pu être des éléments qui ont pu peser dans la balance, mais ça reste un joueur qui nous aura sauvés, ça c'est une certitude. Très bien. Il est temps de passer au Milan Actu Awards. Cette semaine, vous avez voté sur les réseaux sociaux de Milan Actu pour ces 3 catégories. Pour la première, les tops, les 3 joueurs les plus recensés se verront attribuer 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. Le résultat de Twitter comptera comme une seule personne, idem pour Facebook. Les 2 top 3 s'ajouteront aux nôtres pour élire à la fin le grand MVP de la saison. J'ai été clair, messieurs, ou pas? Oui, ça va. Bien. Lucas, quel est ton top 3? Alors, moi, je me suis pas trop cassé la tête à faire mon top 3, je pense. Du coup, en troisième position, j'ai mis Théo Hernandez. Donc, pourquoi j'ai mis Théo Hernandez, donc, qui est arrivé cette saison pour 20 millions d'euros, je crois, en provenance du Real Madrid. Donc, déjà, il faut souligner qu'il a vraiment fait une très, très bonne saison. Elle était pleine de constance. Et il y a 2 aspects qu'il faut voir quand on parle de Théo Hernandez. Il y a l'aspect offensif et l'aspect défensif. Il faut savoir qu'avant que le club reprenne un peu des couleurs avec l'arrivée de Zlatan, donc Théo Hernandez, c'était le meilleur buteur du club. Il était à 6 buts, toutes compétitions confondues. Oui, c'est assez surprenant qu'à ce moment-là, notre meilleur buteur soit un latéral gauche. Il a fini quand même la saison avec 7 buts et 3 passes décisives. Et encore, il a manqué un peu de réussite dans quelques derniers matchs post-Covid où il aurait pu porter son total un peu plus haut. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est comment il a porté offensivement le club avec ses percées qui sont vraiment incroyables. Il pouvait en faire 2-3 par match. Il avait une vraie endurance. Et ce qu'on voit aussi durant cette saison de Théo Hernandez, c'est son amélioration du point de vue défensif. C'est-à-dire qu'au début, quand il a signé, il avait quelques lacunes, même si ça tenait la route, hein, il est quand même très bon. Voilà, ça s'est vraiment amélioré au fur et à mesure de la saison. Et maintenant, il est vraiment très, 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 très solide sur son côté. On l'a vu notamment durant le match face à Parme où il a complètement muselé Kulusevski, qui a été élu d'ailleurs meilleur jeune du championnat et qui va signer à la Juve prochainement. Voilà, donc on a vu vraiment un Théo Hernandez très, très bon et défensivement et offensivement. C'est vraiment une très grosse opération du Milan de l'avoir pris. Et c'est pour ça que déjà, je le mets troisième du coup de mon top 3. Très bien. En deuxième position? En deuxième position, je mettrais Gigio Donnarumma. Il a vraiment fait une très, très, très bonne saison. Je l'ai trouvé beaucoup plus mature. Déjà, il y a eu une grosse, grosse, grosse amélioration dans son jeu au pied. On l'a vu notamment avec cette belle relance. Je crois que c'était face à Bologne pour Calabria, qui du coup va marquer un but juste après. Il a été auteur de 12 clean sheets. En championnat, c'est le troisième meilleur total, juste derrière Juan Musso de l'Udinese et Andanovic qui sont devant lui. Et puis surtout, il a arrêté 5 pénaltys sur 10 subis, toutes compétitions confondues. Donc, il a arrêté 4 pénaltys sur 8 en Serie A et 1 sur 2 en Coupe d'Italie. C'est vraiment impressionnant. 50% d'arrêt quand même au pénalty. Je ne sais pas si quelqu'un fait mieux en Europe, mais je ne pense pas. Et en plus des arrêts impressionnants, on repense tout de suite à cet arrêt face à Cristiano Ronaldo. Mais il n'y a pas que les pénaltys, il a vraiment été très 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 bon tout au long de la saison. Et souvent, ce qu'on reprochait à Donnarumma, c'est de faire quelques boulettes à chaque fois. Je crois qu'il n'en a fait qu'une seule face à l'Udinese, mais elle n'a pas été, comment ça s'appelle, lourde de conséquences vu qu'on a gagné le match. Donc franchement, c'est vraiment une très 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 bonne saison pour notre jeune gardien italien. J'espère qu'il va prolonger très prochainement. Apparemment, c'est ce qui devrait se faire. Donc voilà, Donnarumma pour moi deuxième. Très bien. Et en première position, Lucas? En première position, j'ai mis Zlatan Ibrahimovic. Inévitablement, bon, il a joué que 6 mois, mais pour moi, c'est vraiment le MVP de l'année. Sans lui, on n'aurait jamais pu remonter comme ça au classement. Il a quand même signé lorsque le club était 12e et il a vraiment redonné des couleurs à cette équipe sur et en dehors des terrains. C'est-à-dire que c'est un vrai leader. C'est vraiment quelqu'un qui a apporté du caractère à cette équipe. On sent que les joueurs se battent plus. Benasser, je crois, l'a dit dans une interview, si jamais je rate une passe ou si je fais un mauvais match, après, Zlatan, il nous attend au tournant dans les vestiaires, etc. Et en plus, il y a vraiment le côté sportif. C'est-à-dire que on ne peut pas réduire Zlatan à son apport dans les vestiaires, dans la mentalité des joueurs, etc.
vu que sur les terrains, il répond aussi présent. Il a été auteur de 10 buts et 5 passes décisives quand même en 6 mois. C'est plus que remarquable. Et surtout, face au top 3, enfin, face au top 4 du coup, il a mis un but et une passe décisive à chaque match. C'est-à-dire qu'il a mis un but et une passe décisive contre la Juve, contre la Lazio et contre l'Inter, alors qu'on le critique parfois pour, pour le fait qu'il n'est pas forcément présent dans tous les grands matchs. Et Zlatan a vraiment fait une très très bonne saison. Pour moi, c'est le meilleur joueur milanais de la saison. Et sans lui, on n'aurait jamais pu accéder à une place européenne, faire une aussi belle remontée et surtout une période post-Covid de tout simplement incroyable avec aucune défaite. Très bien. Philippe Genin, je vais vous demander à présent de nous donner votre top 3. Oui, en numéro 3, moi je vais mettre Ismaël Bennacer parce que c'était une belle surprise pour Milan. Moi, quand je l'ai vu signer, je me suis dit waouh, il tente un truc costaud quand même. Mais bon, on avait vu des qualités de ce joueur Empoli. Marquait pas de but, certes, mais il était au cœur du jeu, en récupération, homme de l'ombre. Et là, au fil de la saison, il est monté en puissance. Pioli a trouvé ce système à deux avec Kessié que moi j'ai trouvé plutôt performant et cohérent en plus. Il a enfin marqué ce premier but qui l'a récompensé de tous ses efforts. Donc voilà un joueur qui ça y est, il est dans un très très grand club et je pense que maintenant ça devient un pion important. Et on sait que notamment Paris et Leonardo ont jeté un gros coup d'œil sur ce joueur-là. Et voilà un homme qui va devenir essentiel pour Pioli encore la saison prochaine et qu'il faut garder. En numéro 2, moi je vais mettre Théo Hernandez parce que là aussi on connaissait les qualités en Espagne de ce joueur. Là où il a évolué, et là où il était critiqué en Liga, c'est qu'il était souvent par terre et à se rouler, à faire un petit peu de comédie. Là, il a passé le cap. Il a appris le combat dans un autre championnat, mais on voit qu'il est complètement intégré dans le jeu et dans le système du Milan, dans le système italien aussi en général. Pour moi, il n'a pas failli. Ok, il y a eu un petit coup de moins bien sur l'après-Covid, mais tout le monde l'a connu plus ou moins. Hein. Ça, on peut pas en tenir rigueur. Mais voilà, c'est un joueur couloir gauche. Maintenant, il cherche le pendant couloir droit. Je pense que l'équilibre peut être trouvé rapidement pour la saison prochaine. Et puis en 1, inévitablement, ce sera Ibra parce que Zlatan, ouais, tout le monde s'est posé la question. Galliani en parlait encore hier. S'il avait été là depuis le début et même avec nous, quand il était encore là aux manettes du Milan, peut-être que ce Milan-là aurait pu aller chercher le titre. Peut-être que ce Milan-là aurait été en Ligue des Champions. On peut pas le savoir, mais en tout cas, indéniablement, on a eu 2 Milan cette année. Hein. La version août-décembre et la version janvier début août. Là. Et Zlatan, en dehors du fait qu'il apporte dans le jeu, déjà rien que le fait qu'il soit sur la feuille de match, de toute façon, ça apporte quelque chose. Et on sait que c'est un joueur qui est capable de faire un coup d'éclat à tout instant. Et puis il apporte sa rigueur aussi, que ce soit en match avec ses coéquipiers et à l'entraînement. Très bien. Théo, tes top 3 ? Pour le coup, moi, sur la dernière marche du podium, je vais mettre un joueur dont j'attendais pas spécialement grand-chose, mais qui m'a énormément surpris dans le sens agréable du terme, c'est Simon Kjær. Parce qu'il nous manquait indéniablement un joueur pour jouer aux côtés d'Alessio Romagnoli. Et quand on a traversé des Gabriel Paletta, des Alex ou bien d'autres défenseurs depuis que l'ancien joueur de la Roma est dans nos rangs, ça fait énormément de bien. La sobriété du Danois est remarquable sur chacune des apparences qu'il a fait. C'est un joueur qui a un sens de l'anticipation qui m'a toujours impressionné personnellement. Rarement au sol dans les tacles, toujours prêt physiquement. On peut noter le seul but, c'était sur son contact avec Romagnoli. Mais c'est un joueur qui m'a toujours impressionné. Très content qu'on ait levé son option d'achat assez tardivement au 15 juillet, la date limite. Mais pour avoir eu cette charnière sobre et efficace, il fallait quelqu'un pour épauler Alessio Romagnoli. Et très content que Simon Kjær soit dans nos rangs pour la saison prochaine. Sur la deuxième marche du podium, je vais mettre Ismaël Bennacer. Parce que comme Pipo, c'était un joueur que j'avais eu l'occasion de voir du côté d'Empoli, qui sort, je me souviens, un match extraordinaire face à l'Inter qui n'empêchera pas aux hommes d'Empoli de redescendre en Série B lors de la dernière journée la saison passée. Mais quand on recrute un tel joueur pour 16 millions d'euros, qu'on attend une préparation assez limitée parce qu'il venait d'être champion d'Afrique avec l'Algérie, c'est un joueur qui s'est tout de suite très bien intégré, un peu plus en difficulté dans le 4-3-3 de Marco Giampaolo. Il a trouvé des repères qui étaient quand même
beaucoup plus intéressant à voir dans le double pivot qu'il formait avec Kessié. Mais c'est un joueur qui est tout aussi sobre que Simon Kjær et que j'aime beaucoup. Son premier but lui permet, je pense, d'engranger de la confiance. Et voilà, c'était un recrutement qui était assez jeune quand même, quand on pense à des joueurs comme lui ou Raphaël Leao. Mais force est de constater qu'il est en train de se faire une place dans le 11 milanais. Et pour la première place, pas de surprise. Je pense que seul le géant suédois mérite cette place. Il a toujours été jeune, il sera jamais vieux. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais je trouve que cette référence à Benjamin Button représente très bien sa carrière. C'est un joueur qui s'affine avec le temps, comme le bon vin. Quelle saison, que ça soit son impact dès ses premiers matchs. C'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire dont on peut parfois reprocher l'énervement quand il marquait pas sur ses dernières rencontres parce que sur la période post-Covid, on sent qu'il avait envie de marquer. Mais quel impact, toujours prêt soit à délivrer une passe décisive pour Rebic, soit à montrer qu'il est capable encore à 38 ans de mettre des buts. On peut que le remercier. Et la non-venue de Ralf Rangnick signifie aussi sa probable prolongation. Donc, on pourra compter sur lui l'année prochaine pour les barrages d'Europa League et pour, on l'espère, disputer l'Europa League. Très bien, merci Théo. Pour ma part, j'ai mis en 3e position Donnarumma. Donc, la question que je me pose sur Donnarumma, c'est finalement, est-ce que c'est pas sa meilleure saison? Parce que pour moi, il a amélioré son jeu au pied. Il fait toujours ses parades spectaculaires, mais beaucoup moins d'erreurs. Beaucoup moins d'erreurs de main, 50% de réussite au penalty avec 10 penalties qu'on a dû encaisser. Il en a encaissé que 5. La barre des 200 matchs est passée pour Donnarumma. Donc franchement, une saison de tous les records peut-être pour lui. En tout cas en termes de matchs, en termes de réussite sur les penalties. En 2e position, j'ai Théo Hernandez. Sa première partie de saison a été marquée par son apport depuis le retour du championnat. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré défensivement parlant. Ça reste tout de même 7 buts et 5 passes décisives. Ça aurait pu être beaucoup plus quand on voit le nombre d'occasions qu'il provoque par match, je trouve. Il y a eu pas mal de frappes, d'actions dangereuses de sa part qui auraient pu vraiment améliorer ses statistiques. Moi, ce qui me choque sur Théo Hernandez, c'est pas son accélération parce que ça, on sait que c'est vraiment une de ses caractéristiques qui sont reconnues, mais c'est surtout sa force physique. Véritable rock, il est imbougeable lors de ses percées offensives, je trouve. Il tombe beaucoup moins, il est vraiment solide sur les appuis. C'est vraiment impressionnant, en tout cas quand on voit son physique. Voilà, je l'aurais mis sans doute en première position si le géant suédois n'avait pas débarqué en Lombardie cet hiver. J'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à vos arguments sur Zlatan Ibrahimovic. Juste cette statistique, Milan sans Ibrahimovic, c'était 1,23 points par match. Depuis que Ibra est arrivé le 6 janvier, c'est 2,14 points par match. Donc voilà, juste exceptionnel. Vous avez voté sur Twitter et Facebook. Sur Facebook, vous avez Théo en première position, Benasser en 2e et Donnarumma en 3e position. Tandis que sur Twitter, vous avez mis Théo, encore une fois, en première position, Donnarumma et enfin Zlatan. Ce qui nous donne le classement général de Benasser en 3e position, Théo Hernandez en 2e position et enfin le MVP de la saison, le premier MVP de Milan Actu, c'est Zlatan Ibrahimovic. Voilà messieurs, nous allons passer du coup à la 2e catégorie, le MIP, le joueur qui a le plus progressé cette saison. Et je vais te donner la parole Théo. Eh bien écoute, pour ma part, je pense que après avoir parlé d'Ismaël Benasser, je pense que Franck Kessié mérite aussi son quart d'heure de gloire. On parle d'un joueur qui a disputé 134 rencontres depuis qu'il est au Milan AC, ça fait 3 ans. Il vient de finir sa 3e saison. Il a que 23 ans, l'Ivoirien, et pour la première fois à mes yeux, il s'est rendu utile dans ce nouveau Milan. Il s'est rendu utile dans la mesure où on savait, et on l'avait vu depuis maintenant 2 saisons, que c'est en tant que milieu box-to-box, un milieu qui est assez lent. Dans la transition offensive qui ralentit parfois de nombreuses contre-attaques et qui n'a pas forcément cet apport que l'on pourrait attendre d'un joueur au milieu de terrain. Mais ça a changé. Ça a changé depuis l'installation de ce double pivot de Pioli devant la défense. Et il est beaucoup plus efficace et sobre, moins porté vers l'avant. Il ne tire plus les pénaltys, donc forcément moins de stats à la fin de saison. Mais c'est vraiment un rôle dans lequel je me reconnais totalement plus pour son apport qu'il peut avoir. Parce qu'on parle d'un joueur qui n'est jamais sous la barre des 30 matchs en saison. C'était 37 matchs pour sa première saison avec Milan, 34 la saison passée et 35 cette saison. Donc un titulaire indiscutable. Quand on a un joueur qui est aussi présent sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on sait qu'il va nous servir. Et dans ce double pivot-là, pour le coup, Kessié a été très intéressant. Je ne sais pas si
si la direction milanaise souhaite avoir un troisième joueur pour permettre à Bennacer d'essayer de souffler. Mais en tout cas, je l'ai redécouvert dans ce rôle-là et il est bien plus intéressant que sur les saisons précédentes. Donc, pour moi, ce serait le joueur dont la marge de progression a été la plus intéressante à suivre cette saison, pardon. Philippe Genin, pour vous, quel est le joueur qui a le plus progressé? Moi, je rejoins Théo, c'est caissier, dans le sens où on connaît le joueur, hein, on connaît depuis l'Atalanta, on avait vu ses qualités. C'est un international qui a prouvé aussi en sélection. Là où on a pu être déçu, c'est notamment la saison dernière, peut-être aussi un petit peu en début de saison, mais ça allait dans ce Milan qui se recherchait. Son caractère aussi qui lui a fait quand même défaut. On se souvient de l'embrouille avec Biglia, on se souvient des moments compliqués, mais bon, ça va aussi dans le contexte des résultats du Milan et des problèmes qui pouvaient y surgir dans le vestiaire par ce manque de résultats et cette attente. Mais c'est vrai que cette saison, on a retrouvé le caissier important. Là où je rejoins aussi Théo, c'est que cette association avec Bennacer fait la différence dans le sens où, oui, c'est pas un joueur rapide, Bennacer l'est, donc il y a une compensation au milieu. Je ne vais pas le comparer à Gattuso, hein, caissier, mais il a ce côté punchy aussi quand il faut aller au carton et contrer l'adversaire. Donc voilà, sa marge cette saison, elle était comme ça. Elle a fait beaucoup de bien. Et je voulais faire une petite parenthèse aussi sur un garçon que j'aime beaucoup, c'est l'Espagnol Castillero, trop souvent blessé, mais qui est un joueur, quand il est là, qui est élégant, qui a un talent fou. Et cette saison, je le mettrai en deuxième dans la progression parce qu'il était quand même beaucoup plus présent. D'ailleurs, Ibra l'adore et c'est un joueur tellement fin. Voilà, son seul petit bémol, c'est les blessures à répétition. Très bien. Pour ma part aussi, je vais vous rejoindre sur Kessié, qui est pour moi le joueur, ça se battait avec Hakan Çalhanoğlu parce qu'ils ont à peu près la même croissance au niveau des résultats et des performances. Tant les deux étaient vraiment méconnaissables quand ils sont arrivés de l'Atalanta et de Leverkusen, des saisons en demi-teinte, malgré que les statistiques soient relativement bonnes quand même, mais quand on voyait le contenu des matchs, c'était assez préoccupant. Mais voilà, je vais mettre Kessié à l'honneur car il a été souvent moqué, discrédité, souvent la tête de Turc des supporters rossonero sur les réseaux sociaux. Il a été éblouissant dans cette deuxième partie de saison, très peu de matchs à jeter. Le passage du milieu à 3 dans lequel il évoluait depuis 2017 au 4-2-3-1 de Pioli dans un rôle plus bas aux côtés de Bennacer fut plus que bénéfique pour lui. Sa complémentarité avec le champion d'Afrique est vraiment impressionnante. Il sera bien difficile de bousculer ces deux hommes l'année prochaine dans la hiérarchie. Je sais que Lucas, toi, tu es pas forcément… Enfin, en tout cas, ce n'est pas Kessié que tu as mis en plus grande progression. Dis-moi, qui as-tu… Non, moi je suis totalement d'accord avec tous vos arguments sur Kessié. C'est vrai qu'il a eu une très belle progression. Mais pour moi, si on prend vraiment du début de la saison de Milan jusqu'à la fin, le joueur qui m'a le plus impressionné en termes de progression, c'est Ante Rebic. Bon, on savait qu'il était très fort à Francfort, mais quand il a signé à Milan et lors de ses 6 premiers mois, voilà, il avait vraiment un niveau assez mauvais, on va pas se mentir. Il rentrait souvent en fin de match, il n'apportait pas grand-chose. Et il y a eu le renouveau, donc en janvier. En janvier, il s'est mis à… Alors, en fait, c'était pas le même joueur qu'on voyait sur le terrain. On avait l'impression tellement il est devenu fort. Il a inscrit 11 buts et fait 13 décisifs sur cette période. Ce sont des très, très, très belles stats. Sachant qu'en plus, il n'a tiré aucun penalty. Et si on prend le classement des buteurs sur l'année 2020 en Serie A, Rebic est deuxième avec ses 11 buts. Juste derrière Cristiano Ronaldo, si on ne compte pas les penalties. Donc voilà, c'est quand même une très grosse statistique à souligner pour l'attaquant croate. En plus, il était tellement mauvais, comment ça s'appelle, en première partie de saison, qu'il y a même eu des rumeurs comme quoi il retournerait en prêt. Il effectuerait son retour de prêt directement à Francfort dès le mercato hivernal. Et vraiment, je trouve que c'est un joueur qui m'a vraiment surpris. Il est passé de rien à un excellent niveau et il se positionne pour l'année prochaine comme un titulaire indiscutable. Et pour moi, voilà, c'est vraiment cette progression-là qui m'a le plus impressionné à Milan cette année. Très bien. Sur Twitter et Facebook, vous avez été d'accord avec Théo, Philippe Genin et moi-même. Vous avez élu Kessié comme joueur qui a le plus progressé. Donc, Kessié remporte ce titre de joueur ayant le plus progressé, le MIP. Bien. Et maintenant, nous allons passer au joueur le plus décevant de la saison. Lucas, je vais te laisser commencer.
Alors moi, je pense que c'est simple. Pour moi, le joueur le plus décevant de la saison, c'est Christophe Piątek. Voilà. C'est vrai qu'il a joué que 6 mois aussi, mais il y avait beaucoup d'espoir placé en lui, surtout après la saison incroyable qu'il avait faite juste avant. Il a pris le numéro 9, il était censé prendre ses responsabilités et il n'a mis que 4 buts, dont 3 pénaltys, je crois, en plus. Il était mauvais dans le jeu. C'est sûr qu'il n'était pas aidé par Marco Giampaolo, voilà, qui était un mauvais coach et qui a surtout abaissé le niveau de la plupart des joueurs de l'équipe durant la première partie de saison. Mais voilà, Piątek, pour moi, c'est vraiment la déception de la saison. Je ne pense pas qu'on peut en voir une autre. Très bien. Philippe, partages-tu son avis? Euh, oui, c'est une déception, Piątek, mais trop court pour juger. Ok. Moi, je vais prendre sur la longueur. Je vais prendre Paqueta, qui pour moi est un joueur qui respecte pas ses coéquipiers, qui respecte pas les tifosi parce qu'il pense vraiment qu'à lui. Il veut jouer à tel poste et pas s'adapter à un autre poste. Ils se font pas dans le moule. Il a eu des déclarations qui ont été assez moyennes. Et puis son côté, ouais, je vais partir. Il y en a assez, etc., etc. Depuis l'arrivée d'Ibra, on l'a beaucoup moins entendu d'ailleurs. Donc voilà. Et moi, Paqueta, s'il veut prouver que c'est un grand joueur, qu'il le prouve sur le terrain et pas des petites déclarations en faisant la tête parce qu'il est sur le banc. Voilà. Très bien. Théo? Pour le coup, je suis un peu plus partisan de ce que Paqueta fait, notamment parce qu'il a jamais joué à d'autres postes qu'au numéro 10 à Flamengo. Mais je vais rejoindre Lucas sur l'homme qui m'a le plus déçu, qui m'a peut-être aussi le plus déçu parce que c'était l'un des joueurs sur lequel on s'était peut-être le plus investi, affectivement parlant. Je me souviens encore de cette une de la Gazzetta après le doublé de Christophe Piątek face au Napoli. La tête de Sheva, la vision de jeu de Kaka, le corps d'un cyborg. C'était une qui m'avait mis des étoiles dans les yeux tellement on attendait d'un joueur comme ça parce qu'il avait fait 6 premiers mois absolument extraordinaires avec le Genoa, que c'était un buteur qui sortait de nulle part. 22 ans, polonais, international certes, mais avec peu de temps de jeu. Et ces 6 premiers mois sont fous. Il y a une série de 4 matchs où il met 5 buts face à l'Atalanta, la Roma, Cagliari, puis Empoli. C'était un joueur qui était fou. Le numéro 19 lui allait comme un gant sur la deuxième partie de saison. On est quand même en grande partie passé pas loin de la Ligue des Champions grâce à un tel joueur. Et il y a le numéro 9. Il y a le passage estival et le joueur qu'on voit à la rentrée n'est plus du tout le même. Certes, grandement à cause de Giampaolo, Lucas le disait très justement, parce que dans ce 4-3-3 que l'ancien coach de la Samp proposait en première partie de saison, il n'y avait pas de transition offensive. Les 3 milieux de terrain étaient bien trop bas et c'était Souzo qui était quasiment le seul joueur à ramener ce ballon vers l'avant. Mais ça sous-entendait que l'Espagnol redescendait beaucoup sur le terrain. Donc on a vu un buteur esselé euh, avec un impact quasiment nul dans le jeu. Et voilà, il y a 3 buts sur penalty, certes, un dans le jeu, mais ça restait bien trop insuffisant. Et on savait que voilà, la hype, et même pour le joueur aussi mentalement, c'était trop dur, trop loin. C'était une époque passée. Mm. Il est parti du côté d'Hertha Berlin cet hiver, tout comme Souzo est parti du côté de Séville. On espère qu'il se relèvera de ça et qu'il aura un meilleur avenir dans sa future carrière, mais ça reste, oui, 6 mois et une promesse, surtout d'un nouveau numéro 9 depuis Pippo Inzaghi. Pas besoin de rappeler la liste du nombre de joueurs qui ont porté ce maillot sans être à la hauteur des anciens grands attaquants du club aux 7 Ligue des Champions. Mais voilà, c'est ma déception. C'est indéniable. En termes d'attente et en termes de Mm. résultats, il y avait deux mondes. Très bien. Sur Facebook et Twitter, ils rejoignent Philippe Genin. Les deux réseaux ont voté Paqueta aussi. Donc, c'est peut-être moi qui vais trancher. Et pour le coup, je vais rejoindre Piatek. Donc, on aura deux ex-aequo, 3 et 3, Piatek et Paqueta. Voilà, moi, je me rappelle de deux photos en comparaison de Paqueta sur les épaules de Piatek, mis en comparaison avec Kaka sur les épaules de Sheva. Voilà, quand on voit la perspective qu'ont pris Piatek et Paqueta, on s'est encore une fois enflammé. Moi, pour ma part, Piatek, ces deux maillots en 19 et 9 ont rejoint celui d'Higuaín dans ma garde-robe. Ils sont dans un local des gros flops, mais bon. Voilà, Piatek, en l'espace d'un an, sa valeur marchande est passée de 40 millions à 21 millions.
Effet feu de paille pour un joueur loin d'être mauvais, pour le coup, parce que vraiment, il était très bon au Genoa, puis avec Gattuso en deuxième partie de saison à Milan. Mais pour moi, c'est un joueur qui s'est surestimé lui-même à travers multiples déclarations. Son manque d'humilité dans un moment où les performances étaient en dents de scie en début de saison dernière a vraiment énervé les tifosi qui voilà, l'ont vite sifflé de novembre jusqu'à son départ. Voilà, Piatek n'avait plus du tout les supporters avec lui. Des regrets, tant le joueur était étincelant, je l'ai dit, sous Gattuso. Donc voilà, mais après, heureusement pour nous, l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic à son poste a eu un impact immédiat sur le résultat. Donc on a très vite oublié Christophe Piatek et cette déception. Mais voilà, je rejoins quand même aussi ce qu'a dit Philippe Genin sur Paqueta, parce que pour moi, voilà, il n'est pas du tout à la hauteur déjà du montant que nous avons déboursé pour lui, mais surtout de ce que l'on peut attendre d'un milieu offensif. Et puis à 21 ans, quand on a joué, quand on est à 30 ans, 31 ans, il est déjà bien difficile de changer de poste, mais à 21 ans, je pense que voilà, tu peux quand même évoluer si tu as vraiment un joueur de football, tu peux évoluer milieu offensif droit, milieu offensif gauche, milieu centre. Voilà, c'est pas une excuse de dire je sais jouer que MOC à 21 ans. C'est voilà, un joueur à cet âge-là doit pouvoir s'adapter et pour moi Paqueta ne l'a jamais fait ou en tout cas très peu sous le maillot rossoneri. Donc voilà, donc 2 lauréats pour cette saison, Piatek et Paqueta, nous n'arriverons pas à les départager. Un grand merci à Alan Milanista pour m'avoir aidé à recenser vos nombreux votes sur Facebook et Twitter. Et merci à vous de continuer à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux. Donc maintenant, nous allons passer à des débats autour notamment de Zlatan Ibrahimovic. On va commencer par cela. Pipo, quel a été vraiment l'impact de Zlatan Ibrahimovic à son arrivée en janvier sur le visage de l'effectif? Le roi Zlatan était de retour. Hein. Il a fait une com exceptionnelle pour son arrivée. Et quand Zlatan arrive quelque part, forcément, il y a un monument. Forcément, il y a quelqu'un qui dégage quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, le fait qu'il soit rien que sur la feuille de match dans le 11 de départ, pour l'adversaire, ils savent qu'il y a un gros morceau, et pour ses copains, et il va falloir faire le métier sur le terrain. Même si le Milan perd à la sortie, oui, tout le monde est unanime là-dessus. C'est un vrai leader. Et de par le personnage, de par sa carrière, de par son amour pour le Milan, parce que, comme il a dit, on l'a vu, il y a eu des soucis, il a dit « je ne reconnais pas mon Milan ». Si Milan a réussi à passer le cut et à inverser, il est responsable pour moi à 80%. C'est positif, hein, bien entendu, ce que je dis là. Et il a réussi à emmener tout ce groupe et à faire changer la mentalité tout en haut de la pyramide. Donc voilà, c'est… Ce gars-là, partout où il est passé, il fait l'unanimité. Hein. Marco Verratti, il en parlait encore dernièrement. Zlatan, voilà, il bouge tout le monde et à un moment donné, il faut se taire, il faut travailler. Et c'est pareil dans la vie. Et il faudrait plein de Zlatan partout d'ailleurs. Comme ça, on arrangerait peut-être beaucoup de choses à droite, à gauche. Mais voilà, mais c'est un joueur. Il va prolonger officiellement dans quelques jours d'un an. Ils vont construire autre chose, mais avec lui. Donc, ça va être fantastique. Quoi. Voilà. Ce serait 1 an plus 1 en option si la Ligue des Champions est atteinte. Je pense qu'il fera cette saison de plus si jamais Milan revient en Ligue des Champions. Pour ma part, je rejoins aussi ce que tu as dit sur l'impact qu'il a eu sur le terrain. Moi, j'ai un match en tête, c'est celui face à la Spal, où voilà, franchement, s'il ne rentre pas, on aurait pu tirer 50 fois, on n'aurait pas marqué. Mais à partir du moment où il rentre, c'est autour de la 66e minute de jeu, il y a vraiment un changement d'état d'esprit au sein de la défense de la Spal. Zlatan est là. Zlatan, par son charisme et sa présence dans la surface, a complètement déstabilisé la Spal et ça nous a permis de mettre 2 buts. Et c'est vraiment le match qui représente ce qu'a fait Zlatan Ibrahimovic dans cette deuxième partie de saison. Son rôle très bas sur le terrain, mais vraiment à diriger le jeu est impressionnant. Je trouve que sa reconversion à son âge est super intéressante et super intelligente. Voilà, il n'est pas à camper en pointe à attendre les ballons de la tête et à faire des déviations. Il va vraiment chercher les ballons très bas. Donc voilà. Et puis sans parler d'état d'esprit, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Tant le visage de l'équipe, voilà, c'est vraiment ce qui nous manquait depuis qu'il était parti avec Thiago Silva. C'était un peu cet état d'esprit de gagnant, de rage, de vaincre qu'avait un peu installé Gattuso,
mais malheureusement qui a été perdu suite à l'arrivée de Gianpaolo. Et Zlatan a vraiment permis à cette équipe de retrouver un peu de compétitivité et d'envie, surtout sur le terrain. Lucas. Bah, surtout que l'effet de l'arrivée donc de Zlatan, statistiquement parlant, il est très facile à voir. C'est-à-dire que depuis qu'il est arrivé, on a perdu seulement 2 matchs. 2 matchs, c'est presque rien. Surtout quand on connaît le contexte de ces 2 matchs. Il y en a un, c'est un derby où on menait 2-0 à la mi-temps grâce à lui, un but, une passe décisive. Et voilà, il s'est passé quelque chose de cataclysmique. On peut pas lui en vouloir, c'est pas de sa faute. Et l'autre match qu'on a perdu, c'était face au Genoa juste avant le confinement, un match au contexte assez spécial, un contexte assez extra-sportif. Et il marque quand même d'ailleurs dans ce match aussi. Voilà, tous les autres matchs ne se sont pas terminés par des défaites. L'effet de Zlatan, il a été énorme, vraiment. Ça se voit dans la mentalité de tous les joueurs. Et c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour le club. Et je pense que l'année prochaine, ça peut nous emmener dans le top 4. Théo, quelque chose à rajouter? Pour le coup, au-delà de l'impact de l'homme, que ce soit dans le vestiaire ou ailleurs, c'est surtout sur le terrain. Comme tu le disais très bien, Guillaume, bon, Zlatan est un cas à part dans l'histoire du foot, ça c'est indéniable. Mais de manière générale, passer les 33-34 ans, c'est très difficile pour un attaquant de trouver sa place dans un trio ou dans un duo d'attaque, puisqu'il y a l'âge et le positionnement qui commencent à rentrer. Sauf que depuis que Pioli a commencé à instaurer cette idée de faire jouer 3 milieux offensifs derrière, je rappelle que sa première esquisse de cette idée-là, c'était face à l'Inter. Le Milan AC était alors disposé en 4-4-1-1 avec Hakan en faux neuf juste derrière Zlatan. Rebic était à leur côté gauche. Et ben, c'est depuis cette époque-là que je trouve beaucoup plus intéressant le Milan AC parce qu'il y a 3 joueurs vifs et rapides derrière Zlatan pour l'épauler. Mais c'est toujours un positionnement qui est extrêmement intelligent de la part du Suédois qui, quand il faut remonter les ballons, est là, mais est souvent présent à la conclusion de l'action. Son but face à Cagliari en est le parfait exemple, puisque c'est lui qui part au départ de l'action dans le rond central, sauf qu'il est dans la surface à la fin de l'action et il a 38 ans. Donc que dire? Respect pour ce joueur. Les 2 défaites avaient un contexte particulier. Lucas l'a très bien rappelé. J'espère qu'il sera là la saison prochaine et pourquoi pas rêver de le voir disputer la Ligue des Champions avec Milan à 40 ans. L'histoire n'en serait que trop belle. Lucas. Et puis, techniquement parlant aussi, à 38 ans, d'ailleurs bientôt 39, hein, dans quelques jours, il a vraiment un niveau incroyable. J'ai en tête son but qui a été refusé face à la Fiorentina, où voilà, il passe plusieurs joueurs, il arrive à marquer, ou même son match face à la Sampdoria, où il y a quelques gestes techniques, il arrive à mettre des vitesses à des joueurs de la Sampdoria. C'est incroyable ce qu'il fait, des passes de la talonnade. On n'a pas l'impression qu'il a à cet âge-là. Il a vraiment un niveau de top mondial, vraiment. Quand on l'a signé, on savait que son arrivée allait être bénéfique, mais on ne pensait pas qu'il allait avoir un niveau aussi élevé qui le rapproche des meilleurs attaquants européens actuels. Il a dépassé toutes nos attentes et il est un des grands artisans de cette série de 12 matchs sans défaite, du coup, de l'AC Milan. Je l'ai dit en début d'émission, seule équipe invaincue depuis la reprise. Certains disent que Milan est en sur-régime. D'autres pensent que Pioli, comme moi, pensent que Pioli a trouvé la bonne recette. Qu'en pensez-vous, vous, Philippe Genin? En sur-régime, ceux qui pensent ça, j'ai pas vu une équipe en sur-régime, j'ai vu une autre équipe. Il y a eu 2 équipes du Milan, hein. La première partie de saison jusqu'au mois de décembre et la deuxième avec l'arrivée de Zlatan et puis l'arrivée de Pioli aussi. Moi, je me suis fait vilipender quand j'ai dit que c'était un excellent choix et qu'il fallait qu'il reste. Oui, c'était un excellent choix parce que c'est quelqu'un qui c'est un bosseur. Il y a qu'à voir les éloges des joueurs dans sa construction. Il a pris en plus le club dans une situation quand même un petit peu complexe sur l'après Gianpaolo. Il y a certains joueurs qu'il a fallu remettre sur les rails. Il a été très très bon là-dessus. Il a changé ce système et il a mis les 2 au milieu. Et franchement, ça a été gagnant. Il a toujours fait les bons petits changements pour moi dans les matchs. Voilà quoi. Après, les matchs, on en gagne, on en perd, on fait des deals, ça c'est la vie, c'est comme ça. Mais il a vraiment apporté quelque chose de supplémentaire et je suis très 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 heureux de le voir rester. Parfait. Vous partagez cet avis là, messieurs, Lucas? Au niveau du sur-régime, je pense que la forme qu'on a depuis l'après-Covid, ça reste un peu du sur-régime quand même. Je pense que Pioli, voilà, même si je l'ai beaucoup critiqué, on peut pas nier le travail qu'il a fait et les résultats qu'il a. Après, est-ce qu'il va réussir à garder ce niveau-là la saison prochaine? Ça reste à voir. Parce que quand on pense à des matchs comme face à Bologne, où on met déjà 4 buts presque à l'heure de jeu, ce genre de match-là, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de match à Milan. Et
Faut voir si le contexte du Covid n'y est pas pour quelque chose, si ça va pas, si ça va continuer la saison prochaine. Donc il y a un petit sur-régime, mais je pense qu'il y a quand même de très 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 bonnes bases qui font que voilà, Milan peut revenir dans le top 4 et en Ligue des Champions l'année prochaine s'ils effectuent un bon mercato et qu'ils refassent deux trois ajustements. Si on regarde les matchs, le contenu, pour moi, on n'est pas en sur-régime. On est vraiment à notre place. Il y a pas un match à jeter, franchement, réellement. Il y a quelques performances individuelles qui sont en dessous des autres, mais globalement, on a un Milan qui joue bien au foot, qui attaque beaucoup. Quand on voit le nombre de possibilités offensives qu'on a, le nombre de gâchettes offensives comparé aux années d'avant, un Rebic qui a retrouvé toute une confiance, un Çalhanoğlu également, même Castillero, Ibrahimovic, Leao. Enfin, c'est normalement les dernières saisons, c'était Suso et Maximum Bonaventura qui créaient le danger, mais sinon c'était vraiment très faible. Et là, je pense vraiment qu'on n'est pas en sur-régime. Pioli a trouvé la bonne recette, on l'a vu à partir du moment où il a fait le 4-2-3-1 avec Bennacer et Kessié, mais ça a changé le visage de l'équipe. Donc voilà, moi je suis vraiment content qu'on ait fini sur une bonne note avec ce match face à Cagliari parce que ça va nous permettre justement de garder cette série d'invincibilité et de pouvoir dans la tête des joueurs se dire on continue ce qu'on a fait, on a toujours cette série qui est en cours et je pense que dans l'état d'esprit c'est important de pouvoir compter là-dessus. Donc je pense vraiment que Milan peut vraiment partir en tout cas en trombe l'année prochaine. On aura ces matchs de Ligue Europa. Je crois qu'il y a 3 matchs à jouer à élimination directe. Je crois que c'est 3 matchs. Donc à voir, voilà. Ce serait vraiment important pour la confiance de gérer ces 3 matchs pour pas arriver avec justement cet échec de pas jouer la Ligue Europa si jamais ça se passe mal. Théo. Je vous rejoins là-dessus, mais moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets, un petit peu plus pour la saison prochaine, c'est justement cette gestion de l'effectif. L'exemple le plus marquant qu'on peut reprendre sur Milan ces dernières années, c'était cette rotation entre André Silva et Cutrone. André Silva avait ce rôle prédominant en Europa League puisque c'était l'attaquant titulaire. Il était plus en difficulté en championnat. Il a un but assez salvateur face au Genoa, mais globalement, c'était Patrick Cutrone qui était titulaire. Et sur le 11 qu'on a actuellement, à part Zlatan qui est difficilement interchangeable avec d'autres joueurs, j'attends beaucoup du mercato estival, ne serait-ce que pour avoir des seconds couteaux. Le rythme assez effréné de cette fin de saison nous permet de juger difficilement si les joueurs vont se blesser à répétition ou non l'année prochaine. Je pense aux blessures sûrement de fatigue d'aller sur Romagnoli sur les dernières rencontres ou d'autres cadres. C'est surtout ce mercato qui va me permettre pour moi de définir si notre 4-2-3-1 est viable parce que certes, avec le championnat, c'est un dispositif qui peut tenir avec le temps, mais avec justement ces tours préliminaires fin août, puis le championnat, c'est 2 matchs par semaine qu'il va falloir tenir pendant une très grosse période. Donc des seconds couteaux, je pense notamment en couloir droit, un nouveau défenseur droit, un nouveau milieu droit, sont des choses qui semblent inévitables pour le bien de l'équipe, on va dire, parce qu'il va falloir de la rotation, c'est inévitable. Même au milieu de terrain, avec le départ du coup de Bilia et Bonaventura, Krunic ne devrait pas être quand même la 3e possibilité. On a nos jeunes, on a Brescianini et Maldini qui sont arrivés, mais je pense vraiment qu'il va falloir aussi recruter un 3e joueur, en tout cas, qui permettra justement de faire cette rotation avec Kessié et Bennacer au milieu de terrain. Mais en tout cas, voilà, si avec la profondeur d'effectifs actuelle, Philippe Genin, pensez-vous que l'AC Milan peut réellement viser la Ligue des Champions l'année prochaine? Ah bah oui, ça va être de toute façon comme cette année, c'était l'objectif. Bon, il y a un retard à l'allumage et on a vu que si ça s'était passé comme ça sur les dernières semaines tout au long de la saison, ils auraient accroché la Ligue des Champions. Moi, oui, la saison prochaine, en gardant cet effectif, en ayant les compléments et en étant performants comme ils l'ont été là, oui, forcément, la Ligue des Champions, ils vont l'avoir. Ce sera une Serie A très compétitive l'année prochaine. Il y a la Juve qui, pour moi, le titre n'est pas encore gagné parce que l'Inter revient très bien avec un recrutement intelligent, avec un Hakimi, etc. Donc ça va vraiment être important. Il y a la Lazio qui est toujours en course. Si elle ne perd pas ses cadres Milinkovic et Immobile, il va y avoir l'Atalanta, la Roma qui vient d'être rachetée, Naples. Donc c'est vraiment une Serie A à 7 comme cette saison finalement. Donc voilà, dans cette compétition à la Ligue des Champions, je pense vraiment qu'on jouera à 7 parce que je vois Naples
tout va dépendre, mais ils ont quand même mis un gros biais sur Osimhen du LOSC. Donc, je pense que leurs ambitions sont aussi de jouer la Ligue des Champions. Donc, ça va être vraiment une Serie A plus que compétitive à tout point de vue, ne serait-ce que pour le Scudetto comme pour les places qualificatives en Ligue des Champions, Théo. Pour le coup, ouais, je te rejoins assez largement là-dessus. On l'a vu que la Juventus qui s'impose cette saison s'impose premièrement parce qu'elle avait le niveau, mais c'est pour moi la Juventus la plus faible depuis le premier Scudetto de Conte. C'était une équipe qui avait de grosses lacunes, que ce soit dans la rotation défensive, dans la technicité du milieu de terrain, si on enlève Pjanic, ou dans la rotation de leurs attaquants. Après, malheureusement, les concurrents, ceux qui devaient assurer, n'ont pas réussi. Des nuls regrettables pour l'Inter face à Sassuolo ou d'autres équipes, le gros lâcher de la Lazio en fin de saison. Mais oui, la saison prochaine s'annonce bien plus coriace, je pense. La Roma est passée sous un nouveau pavillon. 60 millions ont été investis, comme tu le disais, pour le Nigérian, l'attaquant nigérian du LOSC. Ça va être une série A beaucoup plus complexe. Après, voilà, il y a encore cette Ligue des Champions. On sait que l'Inter s'était facilement essoufflé avec les phases de groupe durant la première partie de saison. J'attends de voir si déjà la qualification en Europa League est acquise pour Milan et si le rythme sera aussi effréné parce que on n'avait pas la cadence et, euh, et les niveaux pour suivre l'Europe sur notre première partie de saison actuelle. Si on arrive déjà à le faire la saison prochaine, ce sera déjà bien. On le sait que la Ligue Europa, la victoire en Ligue Europa offre une place en Ligue des Champions. Donc, dans une Serie A qui est très compétitive, qui sera sûrement très compétitive, il sera important de jouer cette compétition qui est, on le sait, un parcours du combattant avec notamment les troisièmes de chaque poule de Ligue des Champions qui sont reversés. Donc voilà, c'est une compétition très longue, mais finalement, le jeu en vaut peut-être la chandelle et il faudrait peut-être jouer cette compétition, non, Lucas? Oui, pour moi, c'est important de jouer cette Ligue Europa à fond. On ne peut pas parler autant en avance parce qu'il faut voir les mercatos des autres équipes et qui sera reversé, mais c'est sûr qu'avec l'équipe qu'on a vue récemment, on peut aller très loin en Europa League, surtout avec la mentalité que Zlatan apporterait dans des matchs à élimination directe, cette motivation. On a réussi à battre quand même la Juve, la Lazio d'affilée, donc ça prouve que face aux grosses équipes, on peut répondre présent. Et cette Ligue Europa, je pense que oui, il faut la jouer à fond. Après, il faut voir l'effectif qu'on a, si on peut se permettre une très grosse rotation, notamment durant les 6 premiers mois, avec les phases de poule. Mais ouais, cette Ligue Europa, je pense qu'il faut la jouer à fond. En plus, Zlatan a déjà gagné avec United. Il sait comment ça se passe. Et ouais, moi, j'y crois. Pour le coup, moi, je pense qu'il y a deux facteurs à suivre là-dessus. Si on se base sur notre dernière participation en Europa League lors de la saison 2017-2018, si je dis pas de bêtises, on était hors des places européennes sur la première partie de saison, puisqu'on retrouve les places européennes à la 20e journée, après 2 matchs face à Cagliari et à la Lazio. Donc, encore une fois, dans un contexte où on sait qu'on doit se recentrer sur le championnat, ce qui était le cas il y a 2 ans, forcément, la priorité va sur la Serie A. Mais quand notre place dans la haute partie du tableau et dans les places européennes est assurée, forcément que ça va jouer dans la balance. Après, je me dis aussi qu'on va jouer les barrages. Et quand on regarde ne serait-ce que les têtes de série qu'il y aura l'année prochaine, Tottenham va faire son entrée au même titre que nous à cette période de l'année. Arsenal sera en Europa League, pardon, au même titre que le Bayer Leverkusen, la Roma ou le Napoli. Ça fait quand même beaucoup d'équipes. Après, il ne faut pas sous-estimer les habitués de la compétition. Je pense à Moscou, au Spartak Moscou, à Villarreal. Donc, ça va être énormément d'équipes. Les troisièmes repêchés de la Ligue des Champions en 16e le confirmeront aussi. C'est une compétition qui est très longue. On peut se baser sur l'expérience, comme Lucas le disait très justement, de Zlatan qui avait permis à Manchester United de gagner ce trophée. Mais ça va être une compétition longue et acharnée qu'il faudra disputer ou non à fond selon le contexte, je pense. Philippe Genin, c'est une compétition qui est dure à gagner la Ligue Europa. Très dur, c'est très très long. Déjà, quand on passe sur les tours de qualif, c'est compliqué. Après, il y a cette phase de poule et on a vu des grands clubs se faire sortir par des clubs de pays de l'Est. On a vu des petites surprises. Maintenant, il faut aller au bout parce que, ça reste un titre. Et 2, Michel Platini avait fait en sorte à l'époque, justement, pour redynamiser un petit peu tout cela, que le gagnant soit qualifié pour la Champions. Donc voilà, il y a un double objectif. Et là, quand on voit encore cette saison, l'Inter, ils y sont, mais la Roma, si la Roma va au bout, ils sont en Champions League. Donc ça change complètement la donne. Et puis, ça reste un trophée majeur. Très bien. Monsieur Pipo Genin, un grand merci d'avoir répondu présent pour notre émission. Et merci à vous, les amis.
On se retrouvera à la rentrée peut-être. Hein, si vous Voilà, nous prenons d'ores et déjà rendez-vous avec vous le 19 septembre pour la reprise de la Serie A. Une nouvelle année sur les antennes de Beansport. Ça va être bien, ça va être passionnant. Merci Lucas. Merci à vous. Merci Théo. Merci de à m'avoir tous. épaulé. Merci à vous, auditeurs, qui contribuez au développement de ce podcast et de Milan Actu. Pour nous apporter encore plus de soutien, abonnez-vous juste en dessous de la vidéo, laissez un pouce bleu et activez la cloche pour être au plus près de l'actualité de l'AC Milan. Je vous dis à très bientôt et Forza Milan. Ciao. 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 Ciao.